Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à Astérix, le centre de compétences français en microélectronique. Et donc, je suis Marielle Campanella, je suis responsable Europe au sein du pôle de compétitivité Actantis. Et donc, avec une bonne partie de l'équipe projet Astérix que vous voyez actuellement à l'écran, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette heure que nous allons passer ensemble, qui sera donc consacrée au centre de compétences Astérix afin de vous expliquer les missions, le rôle, les objectifs et l'offre de services que propose ce programme à destination de la filière électronique et microélectronique française et également à tout type d'industrie qui fait appel à ce type de produits électroniques. Donc, avant de commencer, et en attendant que les participants se connectent peu à peu, je voulais juste vous adresser quelques informations pratiques par rapport à la logistique de cet événement. Donc, le webinaire est enregistré et la session sera donc partagée par la suite sur le site d'Astérix et également sur notre plateforme YouTube. Les slides que vous verrez vous seront adressés par email dans l'après-midi, donc à tous les inscrits. Par défaut, les micros et les caméras de tous les participants sont désactivés automatiquement, à l'exception des intervenants qui peuvent les activer et les désactiver eux-mêmes. Vous pourrez poser vos questions à tout moment, à tout moment durant le webinaire via le module questions que vous trouvez en haut à droite sur la colonne, sur la console, avec un petit point d'interrogation. Et donc, nous aurons un temps d'échange d'environ un quart d'heure à l'issue du webinaire pour répondre à toutes vos interrogations. Et lorsque le webinaire va se clore automatiquement, un court questionnaire va apparaître à l'écran de satisfaction. Ça serait vraiment bien si vous pouviez passer 1 minute, pas plus, pour y répondre. C'est vraiment important pour nous, pour le suivi de nos indicateurs et également pour nous améliorer par la suite. Donc, concernant le programme d'aujourd'hui, donc nous commencerons par une intervention de Laurent Dugoujon, animateur électronique au sein du pôle Alpha RLH et également directeur technique d'Astérix, qui nous présentera donc la chaîne de valeur électronique et microélectronique avec un panorama des principaux acteurs. Ensuite, Philippe Flatresse, qui est donc directeur de la valorisation d'Astérix au sein du pôle de compétitivité minalogique et également coordinateur du programme, reviendra donc sur la mission principale d'Astérix et ses objectifs. Et ensuite, nous verrons avec Béatrice Pradarelli l'offre de formation du programme Astérix. Béatrice est chef de projet Astérix au sein de Captronic. Et ensuite, nous terminerons à nouveau avec Philippe Flatresse, qui nous exposera donc l'offre d'accompagnement technico-économique proposée par le centre de compétences. Et donc, nous terminerons ensuite par ce temps d'échange dont je vous ai parlé pendant environ 15 minutes. Voilà, donc je vais désormais laisser la main à Laurent Dugoujon pour commencer la séance sur la chaîne de valeur électronique et microélectronique. Normalement, Laurent, tu as la main désormais. Ok, merci Marielle. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Donc, comme Marielle vous l'a précisé, je vais faire une sorte d'introduction pour repréciser un petit peu la chaîne de valeur électronique et microélectronique, car vous allez voir que Astérix s'intègre dans cette chaîne de valeur et se propose de faire un lien entre l'électronique classique et la microélectronique. Donc, hop. Quelles sont une petite révision ou reprécision des acteurs de l'électronique classique. Donc, bon, dans l'électronique classique, les gros de l'électronique, il y a plus grand monde qui fait son circuit tout seul dans son coin et qui propose des produits au final. C'est une industrie qui est maintenant mature et qui est organisée, structurée en différents acteurs. Donc là, je vous en ai mis 4. Ce qu'on appelle les bureaux d'études à gauche, donc en amont des projets qui font les schémas électriques, les architectures, etc. Souvent en sous-traitance de gros groupes, par exemple, mais pas forcément. Ça peut être des bureaux d'études intégrés. Et puis après, on passe une fois le design et approvisionner les composants indépendants, les composants sur étagère, on passe à l'assemblage PCB, donc des EMS.
et puis ensuite du test de PCB donc assemblé, et enfin l'intégration système. Donc là, vous voyez que dans cette chaîne classique, on ne parle pas tellement de microélectronique. Les composants sont en amont, ils sont disponibles en tant que composants sur étagère, component on the shelf. Si on passe à la microélectronique, qui, elle, est un monde un petit peu différent, on retrouve des bureaux d'études, mais c'est plutôt ce qu'on appelle des design house, puis la fabrication, le packaging, le test et les ventes. Donc, quand ces cinq actions sont intégrées, on parle d'un IDM comme ST Microelectronics, comme Infineon, comme NXP, comme voilà, des gros que vous connaissez, Intel aux États-Unis, etc. Donc là, c'est les cinq actions sont intégrées sur un même acteur. Mais ce qui émerge le plus quand on parle par exemple de NVIDIA, eh bien, NVIDIA ne fabrique pas, ne package pas ses composants, ils font juste le design et la vente. Et ça leur permet d'être très, très rentables. Et ils font appel à ce qu'on appelle des fonderies et des OSAT, donc, qui font la partie, on va dire, industrielle, lourde de la fabrication. On arrive au mode ASIC, qui est vraiment, vous allez voir, le cœur un petit peu du projet Astérix, où là, on fait le lien entre des OEM à droite, en bas à droite, donc des gens de l'électronique, on va dire, classique, des systèmes, et qui veulent améliorer leur système avec des composants sur mesure. Donc un ASIC, c'est ça, c'est un circuit intégré sur mesure, Application Specific Integrated Circuit. Et donc, les spécifications issues des architectures, du savoir-faire de l'OEM sont transmises à une design house qui elle-même fait le design du circuit intégré, passe à une fonderie, revient à un OSAT pour l'assemblage et revient à l'OEM pour finaliser son système. Donc, c'est là-dessus que Astérix va s'inscrire. Et rapidement, le design de circuit intégré, c'est une chose qui se fait par étapes, qui part un petit peu, on peut faire le lien avec la construction, avec des plans. Donc, on part d'IP, donc de blocs préétablis la plupart du temps, et puis on les assemble entre eux, on vérifie, et on finit par avoir une collection de masques qui sont compatibles avec la fabrication. Donc, il y a différents types de circuits intégrés. Il y a ce qu'on appelle les COTS, dans les composants, disons, déjà sur étagère, donc déjà prédéfinis. Si on fait le lien avec l'industrie du tissu, de l'habillement, c'est le prêt-à-porter, si vous voulez. Hein. C'est des t-shirts, donc des ampli hub, des MCU, des CPU, des RAM, des choses qui n'ont qu'une ou deux fonctions, enfin peu de fonctions, mais qui sont standardisées. Si on monte un petit peu en gamme, on a ce qu'on appelle les ASSP. Bon, ce sont des circuits standards aussi qui sont, par exemple, là j'ai mis une combinaison de plongée. Bon, elle vous tient chaud et elle est aussi étanche, etc. Donc il y a plusieurs fonctions un peu spécifiques. Et donc là-dedans, il y a les GPU, les fameux GPU de NVIDIA, par exemple, des RF front-end, des accélérateurs d'intelligence artificielle, etc. Si on monte encore dans la complexité, on a ce qu'on appelle les FPGA, qui sont des composants programmables, digitaux pour la plupart, mais ils peuvent être mixtes, et qui sont flexibles du point de vue de leur fonctionnalité. Par contre, elles intègrent un grand nombre de composants et donc, du coup, c'est un petit peu lourd. Et enfin, il y a les ASIC, les fameux ASIC, les circuits spécifiques qui vont vous donner la plus grande performance. Hein. Par exemple, la combinaison spatiale de Sophie Adenau, elle est faite exactement pour elle. Elle combine des tas de fonctions, la chaleur, la respiration, la protection contre les radiations, etc. Donc, vous voyez qu'on peut avoir plein de fonctions sur un seul composant. C'est ce que fait un ASIC.
Alors, rapidement, je passe très rapidement là-dessus parce que c'est connu, hein, c'est la loi de Moore pour les circuits digitaux. Donc, plus on fait fin, plus ça coûte cher, mais plus on va vite et plus on intègre de fonctions. Et ce qui est un peu moins connu, c'est la partie spécialisée, c'est-à-dire avec des nœuds technologiques spécialisés. C'est même la spécialité européenne. Et donc là, les domaines sont l'analogue, le mix signal ARF et le low power. Et là, on utilise des technos qui sont peut-être un peu moins, souvent un peu moins agressives au niveau des dimensions critiques, mais qui permettent de gérer des tensions plus importantes, qui permettent de gérer des signaux radiofréquences de plusieurs dizaines, voire centaines de gigahertz, et puis qui permettent de travailler à des tensions de 1 volt, voire plus bas, et donc de faire de l'extrême low power. Pour terminer un petit peu, je vais vous donner quelques acteurs européens, parce qu'on a cité, là j'ai cité NVIDIA, mais ce qui est moins connu, c'est qu'on a plein d'acteurs européens qui utilisent le mode ASIC ou le mode on va dire, fonderie. Donc, par exemple, pour les OEM, Cochan, Thales, Safran, Nexeia, Aerodiot, Telecom Design et plein d'autres. Les IDM, j'en ai parlé, ST, Infineon, NXP. Les fabless, donc peut-être moins connus en France, mais en plein essor, il y a Skylinks, il y a Cyper, il y a Visora, Accelera, NanoExplore, etc. Les fonderies, XFAB, qui est en France et en Allemagne, qui fait des technos, on va dire, spécialisés, mais à assez large spectre. Et puis, pour les EMS, Synergiscope, Cofidur, Astilflash, All Circuit, Teolan, Lacroix, on est très riche en EMS. Et en Design House, on est pas mal non plus, puisqu'on en a plusieurs dizaines, System, ICEALT, Presto, Viper RF, etc. Donc, en synthèse, je voudrais faire passer les messages suivants. C'est que les fondeurs purs fabriquent des ASIC, des OEM et des fabless. Donc, ça, c'est important à savoir. On peut faire fabriquer des circuits sur mesure par des fondeurs purs qui existent en Europe. Le mode ASIC, c'est un mode qui rapproche les OEM des acteurs de la microélectronique. C'est un bon pont entre les deux mondes. Les design house peuvent interfacer avec les OEM, les fondeurs, les OSAT et les 4 vendors. Donc, c'est quand même un point central de design house. On en reparlera plus tard. Et puis, les gros OEM discutent directement avec les IDM pour leur ASIC. Donc, ça, c'est le cas pour les gros projets. Et puis, ce qui est très important, c'est que des fabs françaises et européennes maîtrisent ces technologies, ont les usines sur le territoire européen et proposent des technologies spécialisées à haute performance énergétique. Donc, c'est important donc, pour faire des circuits qui consomment moins et qui donnent un avantage stratégique. Et malheureusement, malgré tout ça, les startups et les PME françaises et européennes utilisent encore trop peu ces approches ASIC pour maximiser les performances de leurs produits. Et donc, on va voir que Astérix est là pour contribuer à inverser cette tendance et à rattraper un petit peu un retard qui a été pris depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà, je pense que pour moi, c'est terminé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Je vais donc laisser maintenant la parole à Philippe Flatresse de Minalogic pour rentrer dans le vif du sujet concernant justement Astérix, sa mission et ses objectifs dans le contexte qui vient d'être présenté. Normalement, Philippe, tu as la main maintenant sur les slides. Merci Marielle, merci Laurent pour cette introduction. Bienvenue à tous, je suis ravi de pouvoir vous présenter le projet Astérix, on va dire la nouvelle image de la microélectronique en France. Alors, l'idée d'Astérix, ce n'est pas une initiative autour du silicone, du semi-conducteur de plus, c'est réellement la création d'un competence center assisté par un écosystème de classe mondiale. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous aider sur la partie formation et également sur la partie développement de circuits intégrés. Et l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir vous présenter comment est-ce qu'on va travailler ensemble sur l'ensemble de ces aspects.
Excuse-moi, Marielle. Voilà. Alors, attendez. J'ai un problème de déroulement. Je te mets sur la suivante. S'il te plaît. Excusez-moi pour ce détail, ce problème technique. Alors, pourquoi Astérix? Il provient d'une réflexion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise qui hésitent à passer le pas vers la microélectronique pour plusieurs raisons, hein, des raisons de complexité liées au domaine et aussi pour des raisons de coût. Donc, l'objectif d'Astérix, c'est de faciliter l'accès à la microélectronique, de renforcer, donc de sensibiliser les décideurs, sensibiliser vos équipes, renforcer les compétences dans le domaine par un certain nombre de formations qui seront illustrées par Béatrice ensuite, et pour vous aider à réduire le coût et réduire le risque de développement au niveau de la ZIC et chaque étape de développement. Donc, notre mission, clairement, à la fin du projet, c'est de rendre la microélectronique plus connue, plus accessible, maîtrisée par un plus grand nombre, plus inclusive et exploitée par l'ensemble du tissu industriel français tout d'abord et européen dans un deuxième temps. Je n'ai pas réussi à reprendre la main. Excuse-moi. Je suis désolé. Il y a une temps de latence. Voilà. Voilà, je suis aux motivations, excusez-moi. Les aspects motivation, je pense que les chiffres sont ambitieux. La communauté européenne a décidé de mettre sur le sol européen 100 milliards de dollars à disposition, 100 milliards d'euros à disposition en termes d'investissement, ce qui va se traduire au niveau Chip Act avec des objectifs clairs de faire passer la production mondiale du semi-conducteur européen de 10% aujourd'hui à 20% à l'horizon 2030. Donc aujourd'hui, la microélectronique n'est plus une option en Europe, ça devient un choix stratégique et Astérix, de par sa construction, fait partie de ce choix stratégique. Excusez-moi. Donc, en termes de carte d'identité du projet, nous avons la chance d'avoir un double financement. Financement tout d'abord provenant de la communauté européenne via le chip JU. Et en parallèle de ça, un financement également France 2030, auquel nous avons répondu à l'AMI, compétences et métiers d'avenir, opéré par la Caisse des dépôts. Alors, ce double financement présente un double intérêt. Le premier, c'est de pérenniser l'existence du centre de compétences sur la durée du projet. Donc ça, c'est un point qui nous concerne plutôt, mais également de pouvoir ouvrir un certain nombre de services gratuits à l'attention des PME et des startups pour pouvoir basculer du monde de l'électronique au monde de la microélectronique. Donc, pour information, la durée du projet est de 48 mois. Il a démarré en juillet de l'année dernière et il dure 4 ans jusqu'au 30 juin 2029. Alors, le maillage d'Astérix, c'est un maillage national tout d'abord. Donc, Minalogic est au pilotage. On travaille en collaboration avec 5 pôles de compétitivité différents, dont Actantis, Alpha RLH, Image et Réseau, Smart Power et Systématique. Et en parallèle de ça, en partenariat avec aussi le CNFN et Captronic pour les aspects formation. Donc, le maillage est national, mais
on a aussi la chance de faire partie du centre de l'ensemble des centres de compétences au travers de l'Europe. Je ne sais pas si vous le savez peut-être, on a une trentaine de centres de compétences qui sont disponibles, ouverts en Europe. Ce qui veut dire, si demain vous travaillez à Lille, à Brest, à Paris, à Bordeaux ou dans la Creuse, on est capable de pouvoir vous connecter avec un leader européen dans votre domaine qui se situe en Estonie ou en Espagne. Donc, on a la capacité, au travers de ce réseau-là, de pouvoir vous connecter avec l'élite de la microélectronique européenne. Donc, ça, c'est un point important. Et donc, la façon dont on fonctionne, on fonctionne en logique de fédération sportive, comme une fédération football au rugby. Donc, l'idée, c'est d'accompagner le haut niveau, de continuer à pousser le haut niveau. Donc, quand on parle de haut niveau en microélectronique, on parle aujourd'hui de high performance computing, d'intelligence artificielle, de quantum computing. Donc, on va continuer à accompagner ces leaders technologiques, mais notre volonté aussi, au travers du projet Astérix, c'est d'élargir la base de pratiquants, c'est-à-dire de faire grandir ce vivier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire demain aider les bureaux d'études à basculer sur la microélectronique. Aujourd'hui, des sociétés qui font des cartes électroniques, de les inviter à développer des ASIC et à monter en compétences. Donc, et parmi toutes ces sociétés, détecter et faire émerger les talents. Et donc, le travail, il y a deux axes pour nous, un aspect formation et un aspect développement d'ASIC ou de circuits intégrés. Et je donne la parole à Béatrice qui va décrire plus en détail l'aspect formation et l'offre formation du projet Astérix. Et je vous retrouve dans quelques minutes. Merci Philippe. Voilà, Béatrice, tu dois normalement avoir la main sur l'écran. Il y a une petite latence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter l'offre de formation. J'arrive pas à avoir la main. Voilà. Donc, l'offre de services de formation se comprend de deux catégories distinctes. On a un ensemble de modules qui sont à destination des décideurs, des chefs d'entreprise de l'électronique, qui se posent la question du passage au semi-conducteur et à l'ASIC et qui vont avoir besoin d'acquérir des connaissances sur des aspects technologiques, économiques, stratégiques et organisationnels pour pouvoir décider de développer un ASIC. Et on a un ensemble de modules techniques dédiés aux ingénieurs techniciens pour monter en compétences donc, sur l'ASIC, mais aussi sur les technologies FDSOI, GaN et SiC pour répondre aux enjeux d'efficacité énergétique. Et donc, je vais vous décrire en détail ces deux catégories de formation. Alors, nous avons défini 10 modules de formation pour apporter les connaissances technico-économiques aux dirigeants, PME, start-up et investisseurs pour qu'ils maîtrisent leurs décisions d'investir dans de l'ASIC. Donc, il y a 6 modules généraux pour comprendre le marché du semi-conducteur, les acteurs mondiaux européens, la stratégie européenne, pour comprendre que la microélectronique est un maillon absolument stratégique de la chaîne de valeur de l'électronique, car elle est au cœur de tous les systèmes modernes. Elle conditionne la performance, la consommation énergétique et même la différenciation de produits. Il est nécessaire de maîtriser le langage ASIC pour comprendre les différentes solutions dont qu'a mentionné Laurent, donc les ASIC, les ASSP, les FPGA, pour en comprendre les avantages et les inconvénients. Il est aussi important de connaître toutes les étapes du développement d'un ASIC, depuis la conception jusqu'à la fabrication, pour pouvoir dialoguer efficacement avec les experts. Il est important aussi de connaître les business models typiques pour identifier où se crée la valeur, mais aussi quels sont les coûts, les délais et les risques pour savoir évaluer la viabilité économique d'un projet.
Il faut aussi connaître les normes et les certifications auxquelles doivent répondre certains composants, certains circuits intégrés dans des domaines particuliers comme secteurs particuliers comme le médical ou l'automobile. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas, c'est pas le critère de développer un ASIC, c'est pas simplement un critère, le choix, c'est pas uniquement un choix technique, mais il y a aussi tout un ensemble de critères comme la valeur ajoutée, le volume, la performance, le gain sur la bombe, le coût et bien d'autres. Et enfin, il faut savoir aussi traiter tous les aspects organisationnels, enfin, d'ordre organisationnel, comme notamment savoir si on internalise ou externalise le développement d'un ASIC. Voilà. On a aussi défini 4 modules approfondis qui vont adresser les 4 profils d'acteurs que je vous ai cités pour donner les clés dans chaque cas du make ou buy. C'est-à-dire que est-ce qu'on développe un ASIC ou est-ce que plutôt on choisit d'aller vers une alternative. Voilà, donc nous sommes en train de développer ces modules et nous envisageons de proposer les premiers à partir d'octobre. Concernant la formation pour les ingénieurs et les techniciens, nous avons défini 12 modules qui vont aborder les technologies clés de la microélectronique. Donc, ce sont des formations, comme l'ont mentionné mes collègues, pour aussi attirer des nouveaux talents vers à la conception de circuits intégrés, de systèmes et de cartes électroniques, pour monter en compétence sur des technologies avancées comme le FDSOI, de rupture comme les GAN et les SiC, pour comprendre les bénéfices technico-économiques du passage à l'ASIC. Donc voilà, tout un ensemble de formations pour concevoir des produits plus efficaces, tout en étant plus sobre en énergie pour répondre aux enjeux d'efficacité énergétique, mais aussi de fiabilité et de durée de vie. Ces formations, elles ont aussi l'objectif de permettre, de faciliter l'accès aux outils de design et de fabrication, ainsi que de soutenir l'accompagnement des projets. Alors, ces formations ont déjà commencé puisque le module 5, le flow de design pour les circuits digitaux en FDSOI, a été dispensé hier et avant-hier par le CNFM à Grenoble. Et les prochaines formations sont planifiées pour le mois de mai et concernent les technologies GAN et SiC. Je vais y revenir. Alors, en ce qui concerne l'accès et la logistique aux formations, actuellement, les inscriptions, les informations sont dispensées sur les sites internet du partenaire qui organise la formation, mais très prochainement, tout ceci sera centralisé sur le site d'Astérix qui est mentionné. Le maillage national des partenaires du consortium permet de recenser toutes les formations, toutes les demandes de formation. Donc, il vous suffit de contacter, d'aller vers votre contact. Et on prévoit donc de réaliser ces formations en présentiel ou à distance et on adaptera la modalité en fonction des demandes. Alors, les formations sont ouvertes à toutes les entreprises et comme Astérix bénéficie des financements Europe et France, ces formations sont gratuites pour les PME et les startups au sens européen du terme. Alors, pour des aspects pratico-pratiques, on va demander un engagement de participation aux entreprises éligibles à la gratuité afin d'éviter les no-shows et de pouvoir faire bénéficier ces entreprises. Je terminerai par le calendrier. Donc, les formations pour les décideurs et les acteurs, les modules sont en cours de création et les premiers seront dispensés à partir d'octobre. Concernant les formations pour les ingénieurs et les techniciens, les prochaines sont au mois de mai et elles concernent les modules 8 et les modules 10. Le module 8, c'est une formation sur 4 heures, une matinée, qui est une introduction à l'apport des technologies GAN et SiC, qui sont des technologies de l'électronique de puissance. Et l'objectif, c'est de montrer l'utilisation dans différents secteurs applicatifs, comme celui des transports, de l'énergie, de la défense, des data centers IA, afin d'en montrer les enjeux qui seront aussi montrés à travers les métiers. Et il y aura des exemples d'utilisation de ces deux technologies dans les produits. Donc, cette formation, elle est organisée par Captronic le 19 mai matin, à distance ou en présentiel à la Beige.
Excusez-moi. Il y a encore des places de disponibles et vous pouvez vous accéder au formulaire d'inscription en scannant le QR code qui est affiché à votre droite. Cette formation, elle est aussi proposée par Smart Power le 19 octobre matin à distance ou en présentiel à Tours. Alors, ce module 8, il est ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées par l'électronique de puissance et son utilisation. La deuxième formation qui est proposée au mois de mai, c'est le module 10, qui là plutôt adresse les ingénieurs et les techniciens qui développent des cartes électroniques et qui souhaitent intégrer des composants GAN ou SIC dans leur carte. C'est un module qui dure 2 jours et demi et qui est proposé par Captronic au mois de mai à la Belge, les 19, 20 et 21 mai. Alors, ce module, il suit le module 8, donc en fait, il est nécessaire d'avoir suivi le module 8 pour pouvoir suivre le module 10. Là aussi, il y a encore des places de disponibles et vous pouvez scanner le QR code à votre droite pour accéder au formulaire d'inscription. Ce module 10 est à nouveau proposé au mois d'octobre, les 19, 20 et 21 octobre, par Smart Power en présentiel à Tours. Donc, je vous le rappelle, ces deux formations et l'ensemble des formations proposées par Astérix sont gratuites pour les PME et les startups. Alors, pour les non-PME, mais ces entreprises qui seraient adhérentes à un des membres du consortium d'Astérix, eh bien, ces entreprises peuvent bénéficier du tarif adhérent Captronic pour les formations de mai. Donc, profitez-en et inscrivez-vous. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je passe la main à Philippe Flatresse à nouveau qui va vous présenter le développement ASIC. Pardon, Merci Béatrice. Juste pour le temps de transition vers Philippe, je voulais juste vous préciser que tous les liens qui vous sont indiqués, notamment les liens que vous voyez actuellement à l'écran, vous sont transmis par lien cliquable dans le module chat de GoToWebinar. Donc, vous pouvez accéder directement si ça vous intéresse tout de suite. Et je vous rappelle que le module questions est toujours ouvert pour répondre à tout élément et toute demande de complément d'information à la fin du webinaire. Voilà, je te relaisse la main, Philippe, pour la dernière partie. Merci Marielle, merci Béatrice. On va passer au module conception. Alors, développer un ASIC, comme le disait Laurent, c'est passer du prêt-à-porter à la haute couture. Alors, pour imager tout ça, Astérix va vous fournir les ciseaux, le fil et le savoir-faire pour optimiser votre système en termes de performance, en termes d'efficacité énergétique, en termes de miniaturisation. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de transformer ce qui était autrefois réservé aux géants de la tech en un outil accessible à l'ensemble des sociétés qui ont une innovation à développer. Excusez-moi, j'ai un temps de latence. OK. Donc, quand on parle d'ASIC, on parle de bénéfices, évidemment. On pourra en discuter longtemps. J'ai essayé de résumer là en 4 bullets les premiers gains. Quand on va basculer sur une technologie avancée, évidemment, on va avoir des gains en performance, qui peut être des gains en termes de fréquence, des gains en termes de consommation, des gains en termes d'efficacité énergétique ou des gains en termes de miniaturisation. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit de façon générique, c'est un gain en coût de fabrication, en coût de fabrication par rapport à l'effet de scaling et aussi un gain en coût de fabrication parce que moins de matière et moins d'étapes process. Donc, si d'un côté, vous avez un gain de performance et un gain en coût de fabrication, le fait de basculer vers un ASIC va vous permettre de pouvoir augmenter votre leadership, améliorer votre leadership et éventuellement aller adresser des marchés adjacents que vous seriez intéressé de conquérir.
L'autre point, c'est que souvent un ASIC permet des gains environnementaux, donc ça vous ramène de la proposition de valeur supplémentaire et une attraction, on va dire, un peu plus forte au niveau marché. Et enfin, un gain en souveraineté. Une des propriétés de l'ASIC, c'est de pouvoir protéger votre propriété intellectuelle au sein de la pousse et donc repousser encore un peu plus loin la barrière à la copie de votre système ou des systèmes en général. Donc voilà pour les principaux bénéfices. Ce sont des points qui seront abordés dans les différentes formations, évidemment. Alors, la logique générale du processus, vous êtes une entreprise, vous avez la volonté de développer un ASIC. Nous sommes le centre de compétences et nous sommes là pour vous accompagner. Tout d'abord, une étape de sensibilisation, d'échange, de communication. Une deuxième partie qui sera plutôt mentorat et également formation des équipes dirigeantes ou formation de vos équipes. Et enfin, lorsque vous venez nous voir, on est là non pas pour définir les specs de votre produit, mais pour on vous lâche pas, on est là sur toutes les phases de développement de votre produit, à la fois de la spécification jusqu'à la mise en production. Donc, ça veut dire qu'on a un support structuré et un accompagnement en mode projet. Donc, clairement, on est le trait d'union entre l'innovation que vous voulez mettre en place et un certain nombre de partenaires techniques, notre écosystème français ou notre écosystème européen. Et donc, suivant vos besoins, on peut vous orienter vers différents types de partenaires. On va dire partenaires type EuroCDP ou DET pour Design Enablement Team. Il y en a le plus proche, c'est celui du LETI, mais il y en a un certain nombre disponibles également en Europe, qui offrent une boîte à outils, des services distribués, accès à des licences EDA et des IP négociés, et clairement avec un support technique ultra spécialisé. Les design house, très proches également, conception d'ASIC, on en a un certain nombre sur le territoire français de haute volée, conception d'ASIC sur mesure qui peuvent vous aider à du prototypage, de la vérification et l'optimisation du layout, par exemple, si vous n'avez pas cette compétence disponible en interne dans votre société. Bureau d'études, évidemment que lorsque vous avez développé une puce, ce n'est pas suffisant, il faut l'intégrer dans le système. Donc, nous sommes en contact avec un certain nombre de bureaux d'études pour des études de faisabilité, de l'ingénierie système, de la conception électronique combinée avec la microélectronique, etc., etc. Et si vous avez une idée innovante, ou vous avez besoin de R&D avancé, on peut vous mettre en contact aussi avec des RTO au Link Pilot pour de la R&D appliquée, pour du transfert de technologie et dans un environnement avec des infrastructures high-tech et spécialisées. Donc, voilà la logique générale du processus. J'ai un deuxième slide voilà, qui vous explique notre approche. Notre approche est individuelle, évidemment, elle est sécurisée et elle est très progressive. Donc, aujourd'hui, nous recevons un certain nombre de demandes de projets de départ. Donc, nous faisons passer un certain nombre d'auditions et nous orientons les projets, nous sélectionnons les projets les viables de telle manière à les amener en production. Donc, on a une maîtrise permanente du risque. On a un faible investissement au début, quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis, une montée en puissance contrôlée et la possibilité de sortir à chacune des étapes. Et les étapes sont soit une revue d'opportunité, une revue de faisabilité, une revue de développement, une revue d'industrialisation. Et donc, ça fait appel à des revues, des auditions, et chaque décision est basée évidemment sur des données techniques, sur des données économiques et sur une analyse de risque. Donc, la possibilité de sortir réellement à chaque étape. Et enfin, un financement associé, on va dire un financement smart ou intelligent, qui sollicite des subventions en amont,
ensuite, des financements privés et à la fin, lors de la phase de production, on peut imaginer un autofinancement. Bon, tout ceci, évidemment, se discute au cas par cas, mais quoi qu'il en soit, on est capable de pouvoir vous connecter avec les bons financeurs et l'écosystème technique adéquat à votre développement. Next slide. Donc, une autre vue du processus d'accompagnement, on vous amène de la qualification de votre opportunité, de votre innovation vers l'industrialisation. Vous voyez, à chaque phase, on a des revues d'opportunités ou faisabilité, développement ou industrialisation, comme je l'évoquais auparavant, et une orientation vers les bons partenaires, une aide à la construction du plan de développement, un investissement progressif, un risque maîtrisé. Ce qui est important, le message que je veux passer aussi sur cette planche, c'est que entre la phase d'opportunité et la phase d'industrialisation, on parle d'un time frame qui va de 24 à 36 mois et qui peut être au-delà de 36 mois pour certains segments de marché dont les constantes de temps sont beaucoup plus importantes, si je pense automotive ou les applications Air Reliability par exemple. Mais quoi qu'il en soit, c'est à peu près le temps de développement classique pour un ASIC, au minimum 24 mois, et puis après, suivant les difficultés et le challenge technique, on peut aller au-delà. Next slide. Donc, pourquoi ce processus est-il robuste? Vous l'aurez compris, on est là pour réduire au maximum le risque. On a des financements qui sont mobilisés de façon intelligente avec un investissement qui est progressif. On s'attache beaucoup à aligner technique, business et industrialisation. Et l'accompagnement est individuel de l'entreprise et par des experts de chaque métier. Donc, on a des experts soit en interne dans les pôles, ou soit lors des auditions, on va chercher dans notre réseau des experts du domaine qui permettent de pouvoir orienter les décisions et sécuriser au maximum le développement de l'ASIC. Donc, c'est vraiment l'objectif final, c'est sécuriser votre développement et dans un environnement où l'enjeu économique est relativement fort. OK, les acteurs et rôles, j'ai déjà évoqué l'aspect pilotage. Les clients, alors les clients, on accepte de la start-up jusqu'au grand groupe. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les personnes ou les sociétés qui viennent nous rencontrer sont essentiellement des start-up et des PME. Les partenaires techniques, j'en ai déjà parlé, Design House, OSAT, DET, et également on a des représentants pour Multi-Project Wafer au travers du CIM et Europractice et des représentants RTO, des lignes pilotes comme FAMES par exemple. Donc, j'évoquais l'aspect expert externe au-delà des centres de compétences. Donc, on a des experts techniques de la technologie, du design, des bureaux d'études, mais aussi des experts de marketing, vente, des relations avec BPI France et puis des gens qui sont là pour nous aider à aller chercher du financement privé également. Donc, les financeurs, Astérix ne finance pas, mais à tout ce réseau autour du projet pour pouvoir aller chercher du financement ou des subventions via BPI France, ShipGeo, d'autres programmes nationaux ou européens, des clients investisseurs ou de l'autofinancement. Je bascule à l'autre slide. Donc, vous l'aurez compris, en résumé, on est là, on est un accélérateur et on est là pour vous aider en termes de formation et en termes de formation et en termes d'accompagnement ASIC. Donc, les KPI du projet, ça, on va dire, c'est notre source interne, mais c'est pour vous donner une image de dimension du projet Astérix.
on vise à sensibiliser 300 dirigeants, donc c'est un gros chiffre, former plus de 400 ingénieurs aux nouvelles technologies comme le FD-SOI, GaN et Silicon Carbide, d'accompagner des projets à peu près pour une centaine d'organisations. Et clairement, notre réussite passera par votre réussite, bien évidemment. Et l'idée, c'est d'utiliser la force du réseau français, mais aussi la force du réseau européen pour pouvoir construire cette microélectronique européenne. Next slide, si j'arrive à passer. Oups. Donc, Astérix, pourquoi, comment? Simplement, le message que je veux faire passer ici, c'est comment faire appel à Astérix. On a évoqué le site web qui est astérix.com, qui est ouvert depuis quelques jours. Vous pouvez prendre les contacts au travers de ce site. Vous pouvez également connecter avec nous, soit dans les pôles les plus proches de chez vous ou les gens qui ont participé à cette présentation, œuvré à cette présentation aujourd'hui. Il me reste quelques planches. Je vous invite à l'issue de la formation à remplir le questionnaire et éventuellement prendre contact avec nous pour une discussion et pour lancer votre projet si vous avez une innovation en tête. Vous pouvez également nous rencontrer au travers de différentes formations. Ça a été évoqué par Béatrice il y a quelques minutes. Et nous serons aussi présents sur un certain nombre d'événements dès la semaine prochaine. Alors, si vous êtes passé par la Californie, vous pouvez, on pourra discuter Astérix sous le couvert de IPSOC, une conférence qui s'organise à Santa Clara. Le 2 juillet, Actantis organise un webinaire sur l'attractivité de la filière micro. Nous serons présents également au Lady Days le 24 juin, également présents au SIDO en septembre. Minalogic organise un certain nombre d'événements, Invest Meeting et Codec Meeting au mois de septembre. Et nous serons également à Bordeaux en octobre, Semican Europa en novembre. Et j'espère que fin décembre, nous serons en mesure de pouvoir vous partager nos premiers succès au niveau Astérix dans le cadre de la conférence IPSOC. Et il me semble qu'il me reste un dernier slide. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. J'ai vu des chiffres, des beaux chiffres de présence passer. Donc, merci à tous et puis on est à l'écoute pour vos questions. Ariel, on ne t'entend pas. Excusez-moi. Je vous remercie pour votre participation et beaucoup d'activités dans le module questions-réponses auxquelles on va répondre tout de suite. Donc, à la fois des questions générales et des questions assez spécifiques. Donc oui, je vous rappelle que le document de présentation vous sera bien partagé par email dans l'après-midi. Une première question assez générale pour Laurent concernant la chaîne de valeur qui a été présentée au début. Ne manque-t-il pas la partie matériaux dans les éléments de chaîne de valeur qui ont été présentés? Oui, alors moi, je n'ai pas voulu faire une description complètement exhaustive, mais effectivement, les matériaux, c'est un aspect critique. Bon, c'est quand même quelque chose qui est plus sur la filière aval, on va dire, semi-conducteurs, fabrication, etc. Nous, on se concentre sur aider les OEM, donc au niveau système, mais bon, on contribuera à alimenter ce débat et vis-à-vis des matériaux. En ce moment, on parle beaucoup de l'hélium, du gallium, du germanium, etc. Bon, notre activité s'inscrit dans cette chaîne de valeur avec des côtés qui sont liés aux semi-conducteurs, mais notre point focal d'attention, c'est plutôt les systèmes et les ASIC plus que les matériaux, quelque part. Mais bon, s'il y a des questions là-dessus, on les enverra vers les bons interlocuteurs. Merci Laurent. Une question plutôt pour Béatrice. Y a-t-il des dates limites d'inscription pour les formations? Alors, concernant les formations de mai, on prend les inscriptions jusqu'à peu près 15 jours avant, 15 jours, 3 semaines avant, donc ça va faire
début, première semaine de mai, ça serait bien. Merci Béatrice. Une question peut-être plutôt pour Philippe ou Laurent. Astérix peut-il accompagner le développement d'un prototype démonstrateur avant le passage en ASIC? Par exemple, une validation sur FPGA d'une architecture NPU basée sur l'IP ST Neuralarte en amont d'un futur projet tape-out en 18 nanomètres FDSOI. Je vais laisser Philippe. Ouais, moi, ouais, évidemment, on a besoin d'en connaître plus, mais je dirais oui, parce que ça fait partie de la phase de validation et de qualification. Donc, typiquement, on peut imaginer avoir une prévalidation sur un FPGA avant de basculer sur ASIC. Et ça fait partie de la roadmap de développement. Donc, la réponse est oui. Tout à fait. Merci. Merci Philippe. Une question par rapport au packaging. Quelles sont les capacités de packaging MCM, multi-chip module, disponibles en France, notamment pour des prototypes intégrant plusieurs dies, SoC ARM, plus NPU plus mémoire sur un même substrat? Alors, je vais peut-être la prendre dans un premier temps. C'est très important cet aspect packaging. On en a un petit peu parlé, mais c'est un des nouveaux points où on peut se distinguer dans les aspects système, hein, au-delà de faire des chips qui sont très performants, mais comment assembler plusieurs chips de techno un peu différentes et sur un même substrat avec les approches chiplets, etc. Donc, bon, ben, un acteur que moi je connais bien, mais bon, c'est plus dans ma région, c'est Serma La Rochelle. Bon, à regarder, hein, mais on va tenir à jour une liste plus complète, ben, notamment dans le sud. Il y a aussi pas mal de choses là, côté Actantis. Donc, on est en train d'y travailler. Et effectivement, si cette demande nous revient plus souvent, on va faire en sorte d'avoir une réponse bien plus complète que juste citer Serma La Rochelle. Mais déjà, c'est un premier point. Il y a aussi Alter Technologies sur Toulouse. Je ne sais pas effectivement s'ils font ce type de packaging. Et c'est Laurent, enfin, c'est un sujet d'actualité, hein, puisqu'il y a des projets d'implantation justement pour faire du système in package en Europe et voir en France, quoi. merci à vous. Une autre question formation. Y a-t-il un parcours de formation prévu pour la montée en compétences des équipes sur les logiciels de conception, CAO, simulation, PLM? Alors, les formations qui sont proposées par le GIPS-NFM sur la conception de circuits, il y a en quelque sorte une montée en compétences parce qu'il y a à la fois, donc ce sont des formations théoriques et pratiques sur outils de conception et ça part des bases du silicium, il y a les flots digitaux, le flot analogique, RF, et il y a la même chose sur le FDSOI. Donc après, s'il y a des demandes spécifiques, il suffit de me les adresser, moi je leur transmets. Parce que le GIPS NFM a tout un ensemble d'outils et ça correspond, enfin, ça regroupe toutes les universités de France, donc il y a tout un ensemble d'enseignants qui peuvent fournir ce type de formation. Mais il faut connaître, bien cibler, voilà, savoir si c'est des formations généralistes ou spécifiques sur des outils bien particuliers. Merci Béatrice. Une question peut-être pour Philippe ou Laurent. Quel est l'impact de l'IA sur l'accélération du cycle de développement ASIC, de la conception au tape-out? Quel gain concret peut-on attendre dès cette année 2026? Et c'est Philippe, il est plus Ouais, jeune. je peux répondre. Moi, ce que j'entends de mes collègues designers, c'est que l'IA est rentrée dans les phases de conception de façon massive. Je peux pas aujourd'hui coter quel est le gain sur un temps de développement d'un circuit aujourd'hui en ayant accès à des outils qui supportent l'IA. Je pense qu'il faut s'en référer aux experts dans le domaine et aux sociétés qui utilisent l'IA maintenant dans le développement d'ASIC. Mais c'est un bon point et je vais regarder, ça m'intéresse aussi. Merci En tout Philippe. cas,
Oui, Oui, vas-y, Laurent. en tout cas, on veut être pertinent côté Astérix sur les aspects CAD, enfin les outils qui peuvent intégrer ou non de l'IA à différents niveaux. Mais c'est très important que des outils, si possible souverains, hein. Donc, on regarde avec Siemens, par exemple, hein, qui a racheté une partie des actifs de CAD américaine. Donc, encore au-delà de l'IA, on regarde aussi la souveraineté et puis l'accessibilité de ces outils, quoi. Merci Laurent. Une question peut-être plutôt pour Philippe. Est-ce que les experts externes sont déjà tous recrutés pour la durée d'Astérix ou bien y a-t-il un process de recrutement ouvert au fil de l'eau? Non, non, bien sûr, ça c'est une excellente question. C'est important pour nous d'avoir un vivier d'experts le maximum en fait, parce que les projets sont tellement différents les uns des autres. Donc si vous êtes intéressé de devenir expert, contactez-moi, contactez-nous. Pour vous positionner sur les bons thèmes qu'on veut adresser. Alors, comme je disais, hein, il y a des experts on a besoin de techniques, à la fois du matériau jusqu'à la mise en production d'un produit, mais aussi des gens qui sont moins techniques sur l'aspect marketing, vente, analyse d'un business plan, etc., etc. Donc, on est preneur de tout ce type de profil hein, pour nous aider à développer vos produits. Merci. Une autre question à la fois orientée formation, réseau et également packaging. Avez-vous des axes de formation sur le choix de pérennité package et des partenaires en Europe pour le packaging? Ça rejoint un petit peu. Alors, pour l'instant, au niveau des modules de formation, on n'a pas identifié spécialement, mais en fait, ça fait partie des choses, le choix du packaging, mais on n'a pas identifié de module qui soit complètement focalisé sur le packaging. Mais on s'aperçoit que c'est un sujet clé et possiblement différenciant pour l'Europe. Donc, on va y réfléchir et puis peut-être définir des formations ciblées là-dessus. Et puis s'entourer d'experts packaging hein, dans les différentes régions, etc. Donc, c'est un point qui revient. Il y a eu 2 questions au moins sur le packaging et on voit que c'est un sujet d'actualité. Donc, on met ça à l'ordre du jour, hein. Astérix, c'est un projet qui va durer sur 4 ans. Donc, on a démarré depuis janvier. On a encore 3 ans et demi devant nous. Donc, quelque part, on va, au fil de l'eau, rajouter des axes qui sont pertinents pour toute la filière. Merci Laurent. Une question importante sur le travail avec les design house. Comment allez-vous travailler avec les quelques design house spécialisés sur des niches si Astérix les substitue avec ses propres moyens? Peut-être là, il y a un petit point à clarifier sur la façon dont on va travailler avec les design house. Philippe, je te laisse peut-être répondre sur cette question. Non, non, l'importance pour nous, c'est de travailler avec les design house françaises et européennes, le cas échéant. On est les design house par autre chose. Il y a différents types de projets qui, dans tous les cas, feront appel à in-house. La volonté aujourd'hui de la communauté européenne, c'est de monter des fabless, d'avoir des équipes de design, le plus d'équipes de design au sein des entreprises. Ça, c'est une réalité. Mais quoi qu'il en soit, les design house seront activés et on a besoin de ce tissu de design house pour pouvoir nourrir ce projet et augmenter notre part de marché européen dans les 5 à 10 ans à venir. Donc, il n'y a pas de substitution, il a vraiment complémenté les deux mondes. Avoir des sociétés fabless qui activent ces design house. Oui, tout à fait, hein. Que les choses soient claires, Astérix ne va pas faire le design ou prendre en charge le design. On fait de l'accompagnement, du coaching, on va vous aider à vous poser les bonnes questions, à
à vous trouver les bonnes pistes pour y répondre, à vous aider à challenger éventuellement des chemins différents, mais en aucun cas on ne se substituera à une design house. Merci à tous les deux. Une question sur le processus d'accompagnement présenté par Philippe. Les phases 0 à 5 que vous avez présentées sont-elles complètement financées par Astérix pour les PME candidates? Astérix n'a pas de… On ne finance pas, en fait, Astérix ne finance pas, simplement vous aide, vous accompagne pour aller trouver les bons, vous orienter vers les bons guichets de financement suivant la maturité de votre projet. Et donc, de la phase de 0, 1, 2, on va aller chercher de la financement, du subvention. Dans les phases peut-être 2, 3, 4, du financement privé, et puis après de l'autofinancement. Donc, tout ça, on analyse projet par projet, cas par cas, avec vous oui, sur la durée du projet. J'espère que je réponds bien à la question, mais voilà. Oui, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de financement fourni par Astérix. Ce qui est financé, c'est de l'accompagnement sur les différentes étapes et un accompagnement sur la recherche de financement extérieur, notamment pour des développements technologiques. Complètement. Une question pour une entreprise. Quand on n'a aucune compétence dans le domaine en interne, mais que notre start-up ambitionne des innovations hardware, comment appréhender cette chaîne de valeur en interne? Et est-ce que vous nous aidez à trouver les bonnes compétences? Oui, je pense que c'était le message de la présentation. C'est on vous accompagne sur l'aspect sensibilisation, sur l'aspect formation de vos équipes dirigeantes et de vos équipes techniques. Si vous ne souhaitez pas développer de compétences de conception, de développement d'ASIC, on vous met en contact avec les bonnes design house, les bonnes bureaux d'études, de telle manière à pouvoir construire votre projet, en fait, et vous accompagner. Et donc, on est là, comme on le disait pendant la formation, du début jusqu'à la fin, et on vous oriente à chaque fois en termes de financement, et on vous oriente à chaque fois aussi en termes de compétences techniques. Merci Philippe. Je propose de prendre encore 2 questions et puis si après il y en a encore d'autres, on pourra y répondre éventuellement par écrit. Quelles sont vos solutions d'accompagnement à l'industrialisation, accompagnement interne ou mise en relation avec des interlocuteurs externes? L'industrialisation. Peut-être je vais répondre rapidement. Alors, sur l'industrialisation, notre but, c'est que la société devienne assez autoporteuse, hein, c'est-à-dire qu'on vous accompagne jusqu'au bout, mais là, c'est pas qu'on vous lâche dans la nature, mais quelque part, on doit vous rendre autonome, hein. La partie industrialisation ne relève pas spécialement, au moins dans sa partie récurrente, hein, sur plusieurs années. On va pas vous revenir vers vous 6 ans plus tard pour savoir comment s'est passée votre industrialisation, quoique ça peut être le cas, mais quelque part, voilà, notre but c'est de vous rendre complètement autonome sur la partie industrialisation. Merci Laurent. Et une toute dernière question pour clore ce webinaire. Désolée si on n'a pas pu répondre à toutes. Comment appréhender le coût d'introduction d'un ASIC et l'intérêt versus un FPGA? Le scope étant assez large, peut-être que cela est adressé dans un des modules de formation. Tout à fait. Je crois qu'on peut répondre par l'affirmative, hein. La question est simple, mais la réponse est compliquée et traitée avec plusieurs modules, hein. Donc, comme on l'a dit, il y a plusieurs analyses multifactorielles qui jouent là-dessus, pas seulement le volume, le coût, etc. Il y a la valeur ajoutée du produit final, etc. Et donc, on vous invite vraiment à venir vers nous pour savoir quand est-ce que ces formations ont lieu et en profiter le plus rapidement possible. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va clore sur cette réponse le webinaire. Merci à Béatrice, Philippe et Laurent pour vos interventions. À tous les participants, nous étions plus de 110 à un moment donné. Donc, c'est très intéressant par rapport à l'attractivité qu'Astérix peut avoir. Je vous rappelle le lien vers l'enquête besoin qui est disponible ici. C'est vraiment important pour nous pour pouvoir identifier quels sont les besoins et vos intérêts sur le centre de compétences. Donc, n'hésitez pas à y participer.
Vous avez également accès au site web asterix.com, à nos réseaux sociaux où vous trouvez toute notre actualité. Je vous rappelle qu'un petit questionnaire de moins d'1 minute va apparaître à l'écran au moment où le webinaire va se clore pour connaître votre satisfaction par rapport aux éléments qu'on vous a présentés. Si vous pouvez prendre le temps de compléter avant de partir de déjeuner, ce sera très bien puisque c'est important pour nous. Nous vous adressons cet après-midi les slides par email comme promis. Et nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter très prochainement et nous vous disons donc tous à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Alors, Au revoir. merci. Merci beaucoup. Au revoir.